suis un peu désolé des conditions matérielles qui vous sont faites, mais surtout qu'on nous a vendu ça comme la grande salle. Bon. Pardonnez-moi, je me sens toujours tenu de me justifier quant à mes manières de faire, qui sont, je le reconnais, un peu formelles et pas toujours adéquates à toutes les circonstances. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas, et puis je ne peux pas faire autrement. Hein, voilà. Donc je vais procéder de même. Je m'en excuse par avance. Ceci étant posé, il est certain qu'il est difficile de commencer quelque intervention que ce soit sans rendre l'hommage et la gratitude qu'ils méritent à tous ceux qui ont travaillé précisément pour que, entre autres choses, certains s'expriment sur le travail. Alors, ayant suivi les choses, disons, à mi-distance, je peux vous dire qu'il y a eu de la réunion, du jus de crâne, du travail de graphiste. Je pense spécialement aux graphistes et puis aussi aux personnes qui ont fait les teasers, qui ont dû faire face aux 1000 bons conseils contradictoires d'une mailing list en furie. Alors évidemment en furie créatrice, hein, mais enfin tout de même. Donc les graphistes, les vidéastes, la logistique, enfin tous les gens qui ont travaillé pour que nous puissions être là et sans lesquels nous ne pourrions pas être là. Mais du coup, rendre hommage à tout ce travail, c'est immédiatement poser la question préjudicielle qui est le sujet de notre journée. S'agissait-il à proprement parler de travail ? Alors je ne crois pas briser quelques secrets d'organisation en révélant que certains n'étaient pas d'accord pour que le titre de notre journée soit « Tout le monde déteste le travail ». Et c'était à l'évidence que nous n'avions pas tous la même idée de ce qu'il faut entendre par travail. J'indique donc dès maintenant ma propre convention, non pas pour clore la discussion, mais pour qu'au moins il n'y ait pas de malentendu. J'appelle travail l'activité humaine ressaisie dans les rapports sociaux du capitalisme. Point. Exactement de la même manière qu'une chose ne devient marchandise ou un équipement ne devient capital que par ce même genre de ressaisissement. Ce sont les rapports sociaux marchands capitalistes qui donnent aux activités et aux choses la qualité marchande capitaliste, qu'elles ne détiennent pas à l'état natif. Ayant posé ceci, j'énonce très rapidement les 3 idées que je vais essayer de développer maintenant. Premièrement, le travail est une affaire d'affect. Deuxièmement, le travail est une affaire de politique. Troisièmement, le travail est une affaire de morale, ou plus exactement, en sortir, c'est cesser d'en faire une affaire de morale. Mais alors, sans manquer à voir que ça devient du coup une affaire anthropologique de désir, ou plus exactement de régime de désir, et que ça ne rend pas les choses plus simples. Que le travail soit une affaire d'affect, c'est ce qui a été longtemps méconnu du marxisme. Il est vrai que désir et affect sont l'angle mort de l'anthropologie marxiste, pour autant d'ailleurs qu'il en existe une autrement qu'à l'état lacunaire. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, sinon pour rappeler une ou deux choses, peut-être abstraites, peut-être utiles, on verra. Ce qui, à mes yeux, en tout cas, rend le marxisme indépassable en général, quoique discutable dans le détail de toutes ses thèses, c'est qu'il nous force à prendre sur le capitalisme une vue structuraliste. Le capitalisme est une structure. C'est une structure de rapports sociaux contradictoires et de domination. Alors le problème de cette remarquable abstraction, c'est qu'elle est incomplète et qu'elle a été laissée incomplète par le marxisme après Marx. Car en effet, toute la question est de savoir par quelle voie les structures opèrent concrètement. Comment elles ont concrètement prise sur les individus. Or, en tout cas c'est ma thèse, ce ne peut être que par voie d'affect et de désir, puisque affect et désir sont les forces concrètes qui mettent les corps en mouvement. Et ce sont bien les termes manquants de l'anthropologie marxiste. Eh bien s'il manque, qu'à cela ne tienne, rajoutons-les. Et si le capitalisme n'existe qu'en ses formes historiques successives, disons ceci. Les structures du régime d'accumulation sont doublées par celles d'un certain régime de désir et d'affect. On pourrait même dire que le régime d'accumulation s'exprime dans un régime de désir et d'affect, qui est en quelque sorte son dual. À chacun donc des 3 régimes d'accumulation observables depuis la fin du XIXe siècle correspondent 3 régimes d'affect de la mobilisation salariale. D'un point de vue analytique, le plus important c'est le premier. Le régime de la mobilisation par les peurs basales. Les peurs de simplement ne pas pouvoir survivre. L'aiguillon de la faim, disait Marx. Alors ce régime n'est pas un régime avant d'autres régimes et comme tous les autres régimes.
c'est le régime fondement de tous les autres régimes. C'est le régime qui dit l'essence, qui dit la vérité ultime du rapport salarial comme rapport de chantage à la survie même. S'employer ou crever, les capitalistes ont longtemps poursuivi de ramener la donnée du travail, telle qu'elle se présente aux individus, à la pureté, à l'exclusivité de cette alternative. Et comme ils n'y sont jamais complètement parvenus, ils ont été conduits à emprunter d'autres voies passionnelles, en apparence tout à fait contraires, mais en apparence seulement. Il ne faut donc pas se tromper quant à la véritable nature, par exemple, du régime d'accumulation fordien, qui a étendu le paysage passionnel du rapport salarial aux affects joyeux extrinsèques de la consommation marchande. Et il ne faut pas se tromper non plus quant à celle du régime d'accumulation néolibéral, qui pense avoir procédé de même, mais supérieurement, par les affects joyeux intrinsèques du travail supposément devenu désirable pour lui-même, occasion de réalisation de soi et d'une vie pleine de sens, comme dirait le premier DRH venu. Alors ces extensions existent, elles ont été opératoires, elles le sont encore, il serait absurde de le nier. Mais elles n'ont jamais été des substitutions, elles n'ont jamais effacé les peurs basales du premier rapport salarial, les données du chantage essentiel. Elles n'en ont été que les recouvrements, par adjonction, si vous voulez, de strates passionnelles supplémentaires. S'ils ne le savent dès le début, les salariés apprennent tôt ou tard ce qu'il en est des promesses du salariat collaboratif et réconcilié. Vienne la première crise et le montage entier vole en éclats. C'est le fond du rapport salarial, son fond inaltérable de chantage, de menaces et de peur qui fait aussitôt résurgence. Et comme souvent donc, il faut l'épreuve de la crise pour faire réapparaître une vérité institutionnelle fondamentale, recouverte par des histoires enchantées que tous sont invités à se raconter, mais qui ne tiennent debout que par beau temps. Dans le pipeline de la pensée managériale, qui crache à jet continu, la dernière trouvaille à la con s'appelle la holacratie. Comme les penseurs du management sont pressés et ne regardent pas trop aux détails, ils ont cru pouvoir décalquer à l'identique et à leur propre usage la holarchie d'Arthur Koestler, mais sans voir que le mot procédait par contraction pour éviter le hiatus holoarchie, qui veut dire le pouvoir, archi, du tout, holon. Dans l'entreprise holocrate, et non pas holacrate, ce n'est pas le pouvoir de la hola, dans l'entreprise holocrate, donc, il n'y a supposément plus de pouvoir central, car le pouvoir appartient à tous. Plus de hiérarchie, plus de commandement, autonomie partout. Alors les plus idiots se sont empressés de conclure qu'on avait enfin trouvé la formule vraie du capitalisme à visage humain. Il faudrait leur demander d'imaginer ce qui se passera au moment où un retournement de conjoncture fera passer l'entreprise holocrate dans le rouge. Et où et comment les actionnaires et le dirigeant nommé par eux suggéreront aux salariés de s'administrer la holocratie. Entre-temps, la manipulation des affects et des imaginations va bon train. Dans une enquête récemment parue, on trouve ce témoignage pathétique, mais au sens le plus littéral du terme, de salariés de SFR, massacrés par la rationalisation au knout des sbires de Drahi, et en proie à un sentiment intense de voir trahi ce qui était, je cite, leur fierté d'être SFR. C'est peut-être dans des cas semblables que le capitalisme contemporain se montre le plus misérable. Quand il parvient à faire marcher les gens, et en tous les sens du terme, à coups d'affect pareil. Quand il arrive à rendre des gens fiers d'être SFR. Dans ce qui apparaît comme une sorte d'abus de conditions humaines, on aura compris que ce qui est à mettre en cause, c'est le système de la manipulation et en rien les manipuler. Les fiertés des bagnes contemporains des services sont l'équivalent des fiertés des bagnes usiniers de jadis. Car les individus, même dans les pires situations, s'efforcent à la recherche de leur joie. Mais c'est d'exploiter sans vergogne ce ressort passionnel à ses propres fins qui rend le capitalisme d'aujourd'hui particulièrement répugnant. Il est pourtant possible qu'on n'ait encore rien vu. Dans une démonstration rayonnante de ce que peut être une science imbécile, un chercheur de l'Institut Pasteur se propose de contribuer au développement du neuromanagement et de ce qu'il appelle, c'est sa petite trouvaille à lui, le management neuro-amical. Par dégradation successive du mot, cette neuro-amitié managériale pourrait presque faire passer la forme Facebook de l'amitié pour un sommet d'authenticité. Elle a en tout cas de quoi glacer normalement les chines d'à peu près n'importe qui. Alors à peu près seulement, puisque la journaliste du Monde, qui rapporte ces hauts faits sur un ton d'une neutralité quasi robotique, ne manque pas de conclure, je cite,
Ainsi, les neurosciences peuvent accompagner les managers face aux défis et aux transformations du monde du travail. On pouvait pourtant trouver de longue date de quoi nous prévenir de cette épouvante en marche, et plus généralement des prétentions contemporaines de l'entreprise de fonctionner à la joie, à l'amour et à la concorde. Dans les pensées de Pascal, par exemple, on peut lire ceci. Fragment 361, édition La Fuma pour ceux que ça intéresse. Es-tu moins esclave pour être aimé et flatté de ton maître? Tu as bien du bien, esclave, ton maître te flatte, il te battra tantôt. Et plus près de nous, voici ce que Marguerite Yourcenar met dans la bouche d'un de ses personnages antiques dans les Mémoires d'Adrien. Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, parce que plus insidieuses, soit qu'on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites, qui se croient libres alors qu'elles sont asservies, soit qu'on développe chez eux, à l'exception des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À cette servitude de l'esprit ou de l'imagination, je préfère encore notre esclavage de fait. On ne dira jamais assez ce que la figure du salarié automobile, du salarié qui, sans qu'on ait à le lui ordonner, se meut tout seul, au service du capital, mais persuadé d'abord d'œuvrer à sa propre réalisation existentielle. On ne dira jamais assez ce que cette figure doit à la présupposition et à la conviction d'être un être de libre arbitre. Et c'est à ce moment, en pensant au salariat néolibéral, qu'on trouve une profondeur plus grande encore au Kafka des réflexions sur le péché. Je cite. « La liberté est une illusion engendrée par un tour supplémentaire dans le fouet du maître. » Ce que cette illusion a pour fonction de recouvrir, nous le savons assez. D'abord donc la réalité omniprésente du chantage basal, ce fond d'ultimatum et de peur que le premier conflit sérieux fait immanquablement revenir à la surface. Ensuite, un violent déni, le déni de la politique. S'il y a une crête intellectuelle que les idéologues du capital défendront jusqu'au bout, c'est l'idée de la séparation de l'économie et de la politique, alors avec guillemets partout. La politique, vue par ces gens-là, c'est des députés irresponsables, heureusement rachetés par des conseillers ministériels à l'écoute. Quant à l'économie, c'est la réalité, la seule, la vraie, celle des chiffres, des bilans comptables, celle que les patrons connaissent de première main. Et ainsi, il n'y a pas d'offense plus insupportable pour un patron que de s'entendre dire qu'il y a de la politique dans son entreprise, qu'il y fait de la politique. Ici, la compréhension crasse de la politique, en gros la politique comprise par le journal télévisé, a pour propriété d'interdire d'accéder à une compréhension un peu plus profonde, mais qui rendrait impossible le déni des rapports de pouvoir dans l'entreprise. Il faut donc impérativement maintenir le rapport salarial dans la fiction de son statut purement économique, contractuel, bilatéral, apolitique, pour qu'à aucun moment n'y soient questionnées les asymétries et la domination, qui alors en ferait un objet de discussion politique. Et ceci, d'une part, contre toute la construction intellectuelle du droit du travail même, qui reconnaît à la relation salariale le caractère, je cite, d'un rapport de subordination hiérarchique, c'est-à-dire d'obéissance. Mais qu'est-ce que l'obéissance sinon une catégorie politique? Et d'autre part, contre l'idée absolument générale que toute communauté humaine, quelle que soit sa taille et quel que soit son objet, revêt ipso facto, en tant que communauté, un caractère politique. Et ceci de la dernière association de joueurs de pétanque jusqu'à la polythéia entière, sans bien sûr qu'on puisse en excepter ces communautés particulières que sont les communautés de production. Je dis que les intellectuels organiques du capital se battront jusqu'au bout sur cette ligne de crête, car céderaient-ils sur ce point, ce serait ne plus pouvoir rien opposer à la déduction des conséquences. C'est qu'en effet, poser la prémisse de son caractère politique, la communauté productive apparaît aussitôt, et sans objection possible, relever des procédés communs qui organisent toutes les communautés politiques. Or, dans l'époque où nous sommes, et au moins sur le papier, ces procédés sont sous la gouverne du principe démocratique, mais du principe démocratique compris de la manière suivante, comme le principe de la souveraineté des concernés, comme le principe de la souveraineté des intéressés, c'est-à-dire comme leur droit d'égale participation à l'autodétermination de leur destin collectif. Alors on sait assez tous les usages fallacieux qui entourent le thème de la démocratie, et tout ce qui l'a rendu réellement solidaire de l'ordre capitaliste. Pour autant, il y a dans le mot un reste, qu'aucune visée de pouvoir ne parviendra jamais à maîtriser complètement. Les pouvoirs faussement dits démocratiques en sont d'ailleurs constamment tourmentés,
qui travaillent en permanence à réprimer les potentialités du mot dont ils se prévalent par abus. Mais pour leur malheur, ce mot plus grand qu'eux est là, et son idée avec. Et le mot accordé, il devient impossible d'objecter à tout ce qui s'en déduit, impossible, du moins en pleine lumière, et dans le plan des idées rationnellement enchaînées. C'est d'ailleurs bien pourquoi, au passage, l'inhibition des potentialités démocratiques par les pouvoirs dits démocratiques ne peut être qu'une pratique obscure, une pratique de basse manœuvre, qui voue fatalement l'État faussement démocratique à la dégénérescence policière. On peut donc avoir toutes les réserves du monde avec les usages communs du thème démocratique, et pourtant ne pas manquer à voir sa force propre, et surtout son pouvoir de subversion dans l'ordre social présent. Pouvoir de subversion qui lui vient précisément de prendre cet ordre social au mot, de retourner contre lui son propre mot. Il y a ainsi de quoi rire beaucoup à l'expérience de pensée qui imagine Laurent Geoffrin ou l'éditorialiste du Monde, dont les suites de mots ne sont qu'un long gargarisme sur le thème de la démocratie, sommé de se prononcer sur ce fait étonnant que dans la société de leur gargarisme, les hommes passent la moitié de leur temps éveillés sous des rapports d'obéissance. Et puis ceux-ci aperçus, qui leur demanderaient ce qu'ils pensent d'un projet politique somme toute logique, d'extension réelle de la pratique démocratique à toutes les sphères de la vie commune, y compris donc la sphère de la production. Alors on entend souvent dire que la gauche, supposé qu'on soit au clair sur ce que le thème recouvre, souffre de n'avoir que des colères, des rejets, sans la perspective d'un point d'espoir minimalement explicité dans la positivité d'une alternative. J'ai toujours trouvé là qu'il y avait là une plainte étrange, au moins pour ce qui concerne les formes collectives de la reproduction matérielle. Une idée, qui ne fait certainement pas tout le travail, mais une idée, nous en avons au moins une, et de longue date. Nous n'avons donc rien à inventer, juste une idée à relever. L'idée de la souveraineté des producteurs dans la disposition de l'égalité politique. Pardonnez-moi d'y insister, mais je ne lui trouve que des bonnes propriétés tactiques. Elle est en principe sans réplique depuis la grammaire idéologique contemporaine, puisqu'elle en est issue. Et plus encore, sa réalisation pratique échappe à l'alternative du tout ou rien. Le rien du statu quo versus la pleine réalisation qui, en effet, supposerait l'abolition révolutionnaire du droit de propriété sur les moyens de production, c'est-à-dire leur complète décapitalisation. Or ici, au contraire, il y a pas mal à gagner et à faire croître depuis les interstices. On peut par exemple très bien imaginer, mais dans l'état actuel des structures politiques, et évidemment sous des conditions de majorité appropriées, on peut très bien imaginer une disposition législative simple et peu coûteuse qui établirait un droit de préemption des salariés sur leur entreprise en cas de dépôt de bilan ou sur leur site en cas de fermeture. La propriété privée des moyens de production, dont le capital se déclare par la fermeture même désintéressée, est aussitôt convertie en propriété d'usage, à la disposition du collectif des salariés, ou plutôt des ex-salariés, puisque précisément la production reprend, mais sous de tout autre rapport que ceux du capitalisme. Outre que c'est une possibilité à portée de main, en tout cas qui ne suppose pas une révolution accomplie, laquelle l'est moins, cette idée a surtout pour avantage dans la situation actuelle que les capitalistes eux-mêmes ne cessent de lui offrir du terrain à gagner. C'est qu'ils ferment à tour de bras. Alors il faudrait montrer comment il entre dans la logique profonde du régime d'accumulation présent qu'il ferme ainsi. Mais le point important pour nous est autre. Il est que les capitalistes se déclarant incapables ou indésireux de valoriser le capital, toutes ces fractions du capital que les capitalistes voudraient abandonner au déclassement se trouveraient aussitôt offertes à la mise en œuvre de rapports post-capitalistes. En somme, le capitaliste nous abandonnerait du terrain à proportion de ses propres démissions, qui ont la double propriété d'être objectivement assez nombreuses, mais de couler selon un flux relativement insensible, et partant de ne pas donner à ces conquêtes le caractère d'une lutte terminale sur la propriété. Si la révolution qui abat tout d'un coup est hors de portée, le goutte à goutte des fermetures, lui, est bien réel, continu, et il peut être le support d'un début d'alternative anticapitaliste qui, pour ainsi dire, cheminerait en creusant le capitalisme de l'intérieur. Si on veut, on pourrait appeler ça aussi baiser le capital dans son sommeil. Alors sans doute ceci ne donne-t-il pas le fin mot de ce qu'il y a à entendre quand on parle d'émancipation à propos du travail. Pour s'en rapprocher, on ne fera pas, je crois, l'économie d'un retour à des questions assez fondamentales, abstraites même, dont les plus névralgiques ont à voir avec la connexion qui s'établit entre le travail et la valeur,
avec tous les implicites et tous les inquestionnés que cette connexion n'en finit pas de charrier, et notamment en matière de morale. Car il y a, c'est évident, une charge morale du discours sur le travail, si pénétrante d'ailleurs qu'elle imprègne jusqu'au plus critique de ces discours, comme celui de la théorie marxiste par exemple. Cela, je crois, et je voudrais ici lui rendre particulièrement hommage, nul ne nous l'a mieux fait voir, en tout cas nul ne m'a mieux aidé à le penser, que la proposition de Bernard Friot, sur les travaux duquel je vais maintenant m'appuyer, de sorte que l'essentiel de ce que je vais dire, peu ou prou lui appartient. Si elle est encore à l'état de chantier, si bon nombre de questions demeurent pendantes et de difficultés irrésolues, sa proposition tient, me semble-t-il, dans un geste décisif, qui est de contester la convention capitaliste de la valeur économique, et d'en refaire une tout autre à la place, mais proprement révolutionnaire. La convention capitaliste de la valeur économique, si profondément entrée dans nos esprits qu'elle s'y est établie comme une évidence, c'est que ne reçoit le caractère de valeur économique que ce qui a été sanctionné par une transaction monétaire sur un marché, le plus souvent après avoir été mis dans les formes de l'emploi salarial capitaliste. Ici, Friot use d'un cas aussi simple qu'il est éloquent. Un grand-père garde sa petite-fille, valeur économique 0. La petite-fille est gardée par une entreprise de services dûment rémunérée, de la valeur économique est attestée à hauteur du prix monétaire de la transaction. Même petite fille, même jouet, même après-midi, mais de la valeur économique dans un cas et pas dans l'autre. Et ceci parce que le marché capitaliste s'est approprié le monopole symbolique et politique de la reconnaissance de la valeur économique, de la véridiction de ce qui est valeur économique et de ce qui ne l'est pas. Eh bien, c'est l'édifice de ce monopole que Friot fait voler en éclats, et au moins dans l'énoncé des principes, il ne fait pas les choses à moitié. Son idée de salaire à vie, appellation sans doute particulièrement malencontreuse puisqu'elle désigne précisément la sortie du salariat capitaliste. L'idée du salaire à vie, donc, qui au passage n'a rien à voir avec un revenu d'existence, opère un double déplacement. Premièrement, elle déplace l'imputation de la valeur, qui passe des choses faites aux individus qui les font. Mais aussitôt, deuxièmement, elle épouse un principe d'inconditionnalité. Le salaire à vie, dont Friot fixe, pour donner les idées, le tout premier échelon à 1 500 €, c'est-à-dire au-dessus du SMIC actuel, est octroyé à sa majorité à toute personne, quel que soit son statut, quel que soit son état d'activité, et jusqu'à la fin de ses jours. Dire ainsi que chacun mérite par soi, sans aucune considération pour ses œuvres, de recevoir de la société une allocation suffisante à sa vie matérielle, c'est le geste décisif qui fait rompre avec la logique du mérite. Mériter par soi, et non plus par ses travaux, c'est précisément se situer par-delà le mérite et le démérite. C'est cesser de vivre dans le problème du mérite. C'est dire que le seul état d'existence vaut reconnaissance d'une valeur générale, qui est celle de la contribution à l'existence collective, nécessairement emportée par toute existence individuelle, quoi qu'elle fasse. Et ceci pour deux raisons assez profondes. La première, alors peut-être ici est-ce moi qui ajoute à ce que Friot dit, la première qui relève presque d'une justification onto-anthropologique, considère que être, c'est nécessairement s'activer, que l'être est activité, et que l'être humain est une puissance d'agir qui nécessairement se donne quelque effectuation, donc qui toujours fait quelque chose. Alors j'espère que vous voudrez bien me pardonner, mais ici il m'a été impossible de ne pas penser à cette proposition qui clôt en apothéose la première partie de l'éthique et qui dit ceci. Rien n'existe dont la nature n'entraîne quelque effet. Eh bien, même libérés de toute contrainte, les hommes produiront toujours des effets. Or, et c'est la deuxième raison, personne, jamais, ne pourra mesurer objectivement la portée des effets, qui deviendront pour d'autres des causes, génératrices à leur tour d'effets, et ainsi de proche en proche à perte de vue. Et même lorsque l'activité de départ semble insignifiante. Nul ne sait ce que peut un corps, disait Spinoza, mais nul ne sait non plus ce qui peut sortir d'une bonne sieste. Peut-être une idée géniale, ou le début d'un très bon morceau de musique, ou tout simplement un individu reposé, qui contribuera à rendre plus heureux, ou peut-être plus simplement plus détendu, son voisinage familial ou amical, à lui offrir une meilleure chance de conversation riche à tous, etc., etc. Donc,
Si, contrairement à ce que croient dur comme fer les théories substantialistes et objectivistes de la valeur, la mesure des effets est en fait rigoureusement impossible, alors il faut trancher tout autrement. En considérant que, personne ne sachant exactement où est la valeur, il est très préférable de présupposer qu'elle est partout, et par conséquent de la reconnaître a priori et inconditionnellement à tous. La mesure des effets impossibles, c'est là la plus solide raison de sortir de la pensée contributiviste et méritologique, la plus solide raison de démoraliser la valeur économique, donc de démoraliser le travail toutes les fois qu'on en fait le principe de la valeur. Faire quoi que ce soit, c'est contribuer à la valeur sociale générale. Et non, c'est paradoxal, puisque à la fois il donne à l'idée de contribution son extension maximale, et par là même finit par l'abolir. Tout est contribution, donc plus rien n'appelle d'être regardé comme contribution, et nous sortons de la morale de la contribution. Alors je ne sais pas si Friot se reconnaîtrait parfaitement dans la lecture que je fais de sa pensée, mais je sais que cette lecture, que je ne crois pas trop infidèle, lui confère une portée révolutionnaire. Alors bien sûr, l'intendance ne suit pas aussi facilement. Il y a certainement dans les propositions institutionnelles de Friot des retraits par rapport à son geste théorique premier, et sans doute du fait que celui-ci n'est pas complet. L'une des objections qui me vient systématiquement à le lire est celle de la division du travail. Si, contre le spasme réflexe de la pensée conservatrice, qui voit des feignants partout, on peut être certain que les individus s'activeront. Car le conatus est onto-anthropologiquement une force d'activité, un effort pour faire quelque chose. Nul ne peut cependant garantir, on peut même être à peu près sûr du contraire, que les individus laissés libres de leurs activités viendront spontanément occuper toutes les cases de la division du travail, du moins telles qu'elles sont actuellement déterminées par les habitudes présentes de nos vies matérielles, par les normes implicites de nos désirs matériels. Si des ajustements il y a, il se réglera par deux voies et deux seulement. Soit l'orientation incitative, ou peut-être coercitive, des forces d'activité individuelles vers les segments délaissés de la division du travail. Mais les forces de qui? Par quels moyens? Et ne serait-ce pas là, comme disait Marx, retomber dans la même vieille gadoue? Soit l'ajustement du côté de nos désirs matériels. Mais de cela, nul ne possède l'ingénierie politique. Supposez seulement qu'il y en ait une. Ce dont, à mon avis, il y a tout lieu de douter. Voilà pourquoi, disais-je en commençant, et dis-je en terminant, sortir de la morale laborante a pour condition de possibilité la réflexion de tout un régime de désirs regardant les satisfactions matérielles. Et ça n'est pas là une petite affaire. Qui, en cette matière, est prêt à se déplacer? De combien? À quelle vitesse? Ce sont là des questions décisives, dont les réponses sont terriblement incertaines. Alors c'est peut-être la raison même de commencer à les poser, et à les poser avec insistance, comme le seul moyen de hâter quelque chose qui nous ferait échapper à cette prédiction fulgurante, qui ne sort pas de quelques traités théoriques, mais d'un ouvrage d'un autre genre, célébrant à sa manière la préscience, pour ne pas dire les vertus oraculaires du Côte-du-Rhône. Je veux bien sûr parler des brèves de comptoir, dans le millésime 1995 desquels on trouve ceci, je cite, attention c'est du brutal, on finira qu'on nous dira de nous torcher le cul les uns les autres et ils diront on leur a donné du boulot. 1995. Et qui ne voit que nous y sommes quasiment. Car logiquement, en prolongeant la série, après Uber Drive et Uber Eat, devrait venir Uber Poop et Uber Wipe. Heureusement, ce tome 1995, particulièrement riche, ne nous laisse pas complètement désespérés, puisqu'on peut aussi lire ceci. À partir de 10 millions de chômeurs, je crois qu'on peut sortir le soleil et les parasols. Alors l'idée générale, ça serait ça. Ça serait qu'on n'ait pas à attendre d'en arriver là pour sortir les parasols. Voilà, merci. On peut faire un débat là 10 minutes et après si vous voulez en fait, continuer le débat, on a des salles, il y a des salles en bas, donc il y a une salle notamment qui est prévue pour continuer les discussions avec les intervenants. Donc je propose 10 minutes là et puis après ceux qui veulent continuer ou celles ici en bas. Désolé. Oui.
Vous parlez de changer les désirs pour permettre du coup à la société de pouvoir ce nouveau modèle. Et par quels moyens? C'est exactement ce que j'ai indiqué, je n'en ai pas la moindre idée. Plus exactement, j'ai l'idée des moyens qui sont inefficaces. Si vous voulez, c'est ça la grande question. C'est la grande question en général à propos de la sortie du mode de production capitaliste. Paradoxalement, elle me semble le plus facile du côté qui est peut-être le plus central et le plus essentiel au capitalisme entendu comme mode de production, à savoir du côté du rapport salarial. Là, je pense que vraiment il y a des choses qui sont à portée de main, et pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà à l'œuvre, qu'elles sont expérimentées, ne serait-ce que dans certaines scopes, etc., etc. Mais le mode de production capitaliste ne s'épuise pas dans le rapport salarial. Il y en a d'autres. Il y a notamment le rapport monétaire marchand tel qu'il a structuré tout un régime de désir. Et c'est pour ça que, alors je suis passé très rapidement sur ce point, mais c'est pour ça, me semble-t-il, que là nous avons affaire à quelque chose qui n'est que très partiellement à la portée d'une action politique collective. Nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'une formation anthropologique de longue période. Alors entendez-moi bien, hein, il ne s'agit pas de faire référence à quelque chose qui serait de l'ordre d'une essence humaine immuable. Je ne crois absolument pas à ça. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a des formations passionnelles collectives de longue période qui déterminent ce qu'on peut appeler des configurations anthropologiques. Et que nous sommes actuellement dans une configuration anthropologique multiséculaire qui est celle, pourrait-on dire, de l'individualisme, avec laquelle évidemment le capitalisme a partie liée, et qui offre ses racines les plus profondes à la passion consumériste. Bon. Donc oui, il s'agit de refaire notre régime de désir collectif, et ceci, bien sûr, est à la portée de, et ça Emmanuel l'a dit tout à l'heure, hein, est à la portée de quelques initiatives politiques, anti-pub, régulation des médias, enfin ce que vous voulez, de l'affichage urbain, etc. Mais c'est un travail collectif sur nous-mêmes, vous voyez. Et c'est un travail qui échouerait s'il ne procédait que par contention. Et donc tout l'enjeu de la sortie du capitalisme, précisément, c'est de substituer une macro-proposition de désir à une autre. Que cette substitution soit en partie possible, nous le savons. Je tiens pour acquis que dans cette salle, ceux qui ne sont pas des acharnés de la consommation sont majoritaires. Ce qui signifie que leur désir est orienté vers d'autres objets et qu'eux-mêmes ont opéré ces substitutions-là. Mais le danger, si vous voulez, c'est de projeter comme une généralité ou de projeter universellement nos complexions singulières. Bon, où est le gros de la société en ces matières? Et à ce propos, je pense que son déplacement est une affaire de longue période. Et donc que précisément, le désir d'objets marchands, dont nul d'entre nous n'est exempt, hein, ça doit aller sans dire, parce que si très peu d'entre vous sont des accros à la société de consommation, je gage que très majoritaires sont ceux qui ont un téléphone portable dans la poche, et puis un écran d'ordinateur, peut-être même une voiture, enfin des choses comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est une affaire extrêmement difficile, de longue période, en partie à la portée d'une action politique collective, mais en partie abandonnée également à des processus anthropologiques à caractère endogène, donc sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise complète. J'ai une question qui est un petit peu en lien avec la précédente. Ça va, vous m'entendez? J'essaye. Vous avez parlé de gagner de l'autonomie et d'avoir une souveraineté par le producteur. Et ma question du coup c'est à quelle échelle on se limite par rapport au fait que on est dans de la mondialisation totale et que les productions en fait, les produits qu'on consomme, notamment nous, en fait, ne sont pas faits par des gens ici mais à l'autre bout du monde en fait. Enfin, pour moi c'est une question planétaire en fait, la question de changer de modèle et de se libérer du capital et du mode de production aberrant de trucs qu'on consomme. Comment on pense ça au-delà d'une société, au-delà d'une micro-société, à l'échelle mondiale? Oui. Alors moi, pour ma part, je refuse absolument l'alternative du statu quo ou de la transformation mondiale. Je pense que grâce au ciel, il y a des niveaux territoriaux intermédiaires où peuvent
se manifester quelque chose qui, même si le mot vous déplaît, est de l'ordre des souverainetés politiques, et que ces souverainetés politiques sont précisément de l'ordre de la maîtrise consciente d'un destin collectif. Alors maintenant, où se situe le niveau territorial adéquat? Ça, c'est une question qui est entièrement ouverte. Au demeurant, d'ailleurs, rien ne nous oblige à penser ce niveau sous l'espèce de l'unicité. Ça peut être un feuilletage de niveaux différents, n'est-ce pas? En revanche, là où vous avez un point, mais qui, vous l'avez dit vous-même, prolonge la question précédente, c'est que tous ces mouvements de réappropriation supposent un mouvement préalable d'extraction de la division internationale du travail. Comprenez, on ne peut pas jouer à on sort du capitalisme et on continue d'acheter les iPhones fabriqués chez Foxconn en Chine. Il y a quelque chose qui n'ira pas. Et en effet, alors, ce mouvement d'extraction avec la division internationale du travail, il nous reconduit directement à la question de nos normes désirantes, de ce que nous sommes capables d'accepter en termes de réduction de nos désirs et de nos satisfactions matérielles. Voilà. Retour à la case départ. Ouais. Oui. Comment est-ce que tu envisages la possibilité que tu évoquais d'une reprise en main des entreprises par les salariés dans les espaces qui sont laissés libres par les fermetures des entreprises possédées par les actionnaires, ouais, dans un contexte, dans une sphère de production qui resterait régie par une valeur cardinale qui est la concurrence? Est-ce qu'en définitive, on n'a pas une impasse si on ne change pas les structures d'ensemble? Alors, il faut que je répète la question. Donc Thomas me pose la question de savoir comment j'envisage ce mouvement de réappropriation par les salariés ou par des, je ne sais pas comment il faut les appeler, des travailleurs, enfin, je ne sais pas, par des producteurs. Comment envisager la réappropriation par les producteurs de ces fractions du capital dont les capitalistes eux-mêmes se désintéressent avec la fermeture des usines. Et sa remarque, enfin sa question, c'est quelles chances de survie ont des communautés productives de cette nature abandonnées au grand vent de la mondialisation, de la concurrence, etc. Et c'est une question fondamentale. Je pourrais même l'étendre d'ailleurs. Je pourrais même l'étendre à la question du financement. Puisqu'en effet, là, par construction, on présuppose une modification locale, donc qui laisse inchangé l'ensemble des structures globales dans lesquelles ces collectivités baignent. Et en effet, ces structures globales, ces contraintes globales, leur sont terriblement hostiles, en particulier la contrainte financière. Je ne me suis jamais occupé d'une SCOP, mais je peux imaginer que si j'étais dans une SCOP et que je me pointais à la BNP ou au Crédit Lyonnais pour négocier avec le banquier un crédit, ça se passerait moins bien, peut-être même très mal, que si j'étais une entreprise dûment enregistrée. Donc il est vrai qu'il y a une hostilité structurelle, idéologique, générale, qui suppose de réaménager tout ce qu'on peut de structure pour donner à ces expériences leurs conditions de viabilité. Alors en particulier, moi ce que je crois, c'est que, mis à part la question des moyens juridiques ad hoc pour rendre formellement possible ces mouvements de réappropriation, il faudrait qu'il y ait une banque dont je ne vois pas qu'elle puisse être d'une autre émanation que de la puissance publique, évidemment d'une puissance publique convenablement disposée. Il faudrait qu'il y ait une banque particulière dédiée au financement de ce genre d'activité et qui soit en quelque sorte collectivité post-capitaliste friendly, comme on dit. Vous voyez ? Parce que pour l'instant, ce à quoi on a affaire, ça n'est pas friendly du tout. Et en effet, alors il y a les questions que tu poses sur la concurrence. Alors c'est là qu'on est toujours reconduit à cette grande difficulté qui tient à ce que même des expériences locales appellent des conditions de possibilité globales. Alors il faudrait que ça ne soit pas toujours le cas, mais le fait est qu'une SCOP plongée dans le grand vent de la concurrence mondialisée, etc., si elle se retrouve à n'avoir à gérer que la pénurie et la déveine, ça marchera mal. Je veux dire, parce que c'est un collectif passionnel, et que comme tous les collectifs passionnels, il connaîtra ses tensions intrinsèques d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se la raconter.
Les collectifs, ça ne baigne pas dans l'huile. Et il connaîtra ces tensions extrinsèques, celles précisément qui lui viennent du dehors. Et là, ça commence à faire beaucoup. Bon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, mais là, je n'ai pas d'indication particulière, il faudrait avoir une étude sur l'espérance de vie des SCOP ou des entreprises à caractère coopératif. Oui, il y en a, mais bien sûr, il y en a qui fonctionnent, c'est certain, c'est certain. La question, c'est, presque tautologiquement, fonctionnent celles qui ont survécu. Et combien ont essayé et se sont ramassés du fait des conditions hostiles. Alors, on peut toujours aussi tourner la contrainte, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire refuser une partie du jeu. Je rappelle d'ailleurs que la contrainte du jeu, elle est sensiblement détendue hein, quand on envisage une communauté productive de cette nature. On joue plus du tout le jeu capitaliste, on ne joue plus du tout le jeu du profit ou du taux de rentabilité des capitaux propres supérieur à une barre qui est d'ailleurs elle-même en constant relèvement. Là, finalement, je veux dire, en définitive, la seule contrainte économique qui détermine la viabilité des entités productives, c'est la contrainte de liquidité. Et c'est tout. La contrainte de liquidité, c'est-à-dire la contrainte d'être en état à faire face à ces échéances de paiement, et pas plus. Je veux dire, on peut donc refuser le non-développement, c'est tout à fait possible, ça a même beaucoup de bonnes propriétés, du point de vue de la sécrétion des rapports, ou la non-sécrétion des rapports de pouvoir dans l'organisation. Donc voilà, donc on peut ruser autant qu'on peut, mais avec des chances, toutes choses égales par ailleurs, moindres que si l'environnement nous était plus amical. Oui, parce qu'en fait, par exemple, les financements des SCOP, c'est le crédit coopératif, par exemple, qui est une émanation des banques populaires, je crois. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on ne retourne pas dans un enfumage? Moi, je crois qu'il faut quand même y aller pour, comme vous dites, passer à un affect joyeux, simplement, et faire rebondir la balle entre les travailleurs. Je suis anti-sportif, mais c'est ça. Quand on fait rebondir le ballon de basket, on se fait des passes. Et ça, je sais que ça peut exister. Je suis fraîchement retraité et je sais que des jeunes, ils ont envie de ça. On vit dans un univers capitaliste. Je suis moi-même un capitaliste dissident. Et parlez dans le micro. Et je crois qu'on peut y arriver. J'ai eu la joie de voir pour la première fois un poste de attaque qui parlait d'un nouvel imaginaire. J'ai trouvé ça d'un seul coup. Ça sentait moins le moisi d'un seul coup. Et je pense que les gens qui sont là, je les vois au fond des yeux, on voit ça de toute façon. C'est les gens qui sont prêts. Castoriadis, il avait vachement bien dit ça. Un autre imaginaire. Et je pense que vous participez à cette chose et ça me plaît. Moi, j'y suis pour rien, on y participe tous, c'est-à-dire, et sans doute, je suis bien obligé de le reconnaître, les gens ici doivent y participer plus que moi, à mon avis, parce que participer à un imaginaire, c'est concret, c'est en acte. Bon. Et en même temps, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un imaginaire, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ou ça ne tombe pas d'une délibération, d'une assemblée, quelque bien formée qu'elle soit. Bon, voilà, donc, alors, bon, je partage avec Emmanuel une vue affectée d'un certain biais de pessimisme anthropologique, mais je me soigne, et, comment dirais-je, je crois que former l'idée que nous avons besoin d'un nouvel imaginaire est au moins un premier pas dans la construction d'un nouvel imaginaire. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est pas si mal. Juste par rapport à ça, comment ne pas être pris de court justement par un capitalisme qui a déjà en place tous les systèmes de propagande et qui, dès qu'une nouvelle idée surgit, typiquement un refus du travail ou décroissance, va transformer ça en développement personnel, existence, voilà, des mondes hors entrepreneuriaux et vente de pantalons de yoga, vous voyez. Oui. Mais c'est une difficulté permanente parce que, en effet, le capitalisme a
10 longueurs d'avance sur nous, quoi. C'était tout travail pour lui, en fait. Et en particulier, hein, ce que j'appelais cette configuration anthropologique de longue période. Donc il n'a aucun mal à la faire tourner, il n'a aucun mal à l'exploiter pour en tirer des propriétés puissamment récupératrices, pour faire jouer avec un talent inouï hein, toutes les cordes de nos complexions passionnelles et désirantes, etc. Alors bon, moi, ce qui me navre à titre personnel, même si ça m'intéresse d'un point de vue théorique, c'est que, si vous voulez, il y a les publicitaires, les hommes du marketing sont des grands spinozistes à l'état pratique. Mais alors ça, il y a toujours des retournements comme ça, comme je crois que les néolibéraux sont des grands marxistes à l'état pratique également. Donc vous voyez, il y a plein de renversements de ce type. Alors maintenant, quand même, il y a aussi autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est toujours l'affaire des dynamiques passionnelles collectives, de leur fragmentation, de leur rapport de puissance tels qu'ils peuvent éventuellement s'inverser, etc., etc. Et nous, on est dans le jeu et on joue le jeu. Alors, et puis le capitalisme le joue aussi, mais il ne le joue pas toujours très bien. Et spécialement en ce moment. En ce moment, il le joue vraiment de moins en moins bien. C'est-à-dire que il fait tout pour se rendre odieux tout de même, et il y arrive assez bien, quoi. Bon, et c'est un sentiment qui gagne. C'est ça qui est important. Vous voyez, là, nous sommes dans l'entre-soi des convaincus. Bon, donc c'est pas, je veux dire, on se fait du bien, vous voyez, mais c'est pas. Bon. Mais moi, ce à quoi je suis spécialement attentif, si vous voulez, c'est à ces signaux faibles des retournés. Ce qui me semble très intéressant, c'est de voir des cadres qui sont, et parfois des cadres supérieurs, n'est-ce pas, qui sont normalement les oblats idéologiques du système, de les voir faire défection. Alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille, hein, si vous voulez. Un cadre supérieur qui défroque, ça c'est quelque chose, bon. Et il commence à y en avoir pas mal, mine de rien. Alors il y a tous ceux qui n'en pensent pas moins, sans avoir les moyens matériels de défroquer. Ah bah oui, ils ont un certain niveau de vie qu'ils ne veulent pas lâcher, parce que là les effets cliquets sont très puissants, ils ont une dette qui les tient par je ne dis même pas quoi, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais qui n'en pensent pas moins quand même, et c'est déjà bon à prendre. Là, on va se faire virer à coups de latte. Hein, alors, je propose que dans la mesure où il coupe, on va faire un stop, et pour les personnes intéressées, ça sera dans la petite salle en bas. Vous pourrez continuer à discuter avec Frédéric Landry.